L'enseignement à Saint-Martin a été prodigué aux garçons et aux filles distinctement. C'est-à-dire qu'il y avait des écoles de garçons, des écoles de filles. Ça va perdurer assez longtemps, ça, finalement. La première école de Saint-Martin, c'est une école de fabrique. Alors, il faut comprendre que fabrique ne veut pas dire fabriquer quelque chose, mais la fabrique, c'est l'ensemble des personnes qui s'occupent d'une paroisse. Ce sont des laïcs avec beaucoup l'influence du curé de la paroisse. Donc, la première école pour les garçons, c'est l'école de fabrique. Elle est construite en 1816. Elle est construite sur ce qu'on appelle maintenant la rue du Couvent. En 1822, on va construire une autre école de fabrique, mais cette fois pour les filles. L'église dans un immeuble en face de l'église qui a disparu. Donc, l'emplacement exact, on peut la suggérer, on peut avoir une opinion, mais pour le moment, en ce que j'en sache, on n'a pas de certitude. Les garçons et les filles ont un programme qu'on appelle le programme d'école primaire. Une année préparatoire et 4 années qui suivent. Par la suite, on va établir un autre programme qui va s'appeler le programme des écoles modèles. Alors, une école modèle, c'est une école où on ajoute 2 années à ses premières 5 années, finalement, si on considère l'année préparatoire. C'est de l'enseignement qu'on leur donne, mais c'est aussi de l'éducation. Parce que il va y avoir aussi, outre l'enseignement académique, des formations comme en arts ménagers, il va y avoir des enseignements de musique, alors dans ces 2 écoles-là. À compter de 1847, vont arriver, il va y avoir un changement parce que l'école qui était laïque va être prodiguée par les religieuses. Les jeunes filles vont recevoir leur éducation des Sœurs de Sainte-Croix. Comment ces religieuses-là arrivent-elles? De Montréal, Monseigneur Ignace Bourget, qui fait des tournées en Europe pour aller chercher des communautés religieuses. Monseigneur Bourget demande à ce qu'on leur prête, qu'on envoie ici des religieuses. On en envoie 4 et elles s'installent à Ville-Saint-Laurent, là, dans un bâtiment qui est très petit. Donc, on décide, parce que les curés se connaissent, d'envoyer 2 religieuses ici à Saint-Martin. Et c'est comme ça, en 1847, que 2 religieuses arrivent. Elles seront suivies par d'autres au fil des ans. Les religieuses vont s'installer dans l'école de fabrique des filles en face de l'église. Les religieuses vont aussi établir un pensionnat chez elles et ça va devenir le couvent Saint-Michel parce que le bâtiment qu'elles vont occuper et les terrains qu'elles vont occuper vont leur être donnés par un ancien curé. Pendant ce temps, les garçons sont toujours avec leur programme d'école modèle. Ce sont les frères de Sainte-Croix qui vont arriver en 1851 et qui vont prendre en charge l'enseignement des garçons, toujours dans le bâtiment de 1816. Alors, les frères de Sainte-Croix vont rester ici une dizaine d'années, vont partir, vont quitter. L'enseignement va redevenir laïque et à ce moment-là, en 1896, ça va changer quand ce sont les frères de Saint-Gabriel qui vont venir s'installer ici, encore une fois à la demande du curé. Mais les frères de Saint-Gabriel ne vont pas s'installer dans l'ancienne école des garçons, l'école qui avait été construite en 1816, parce qu'entre-temps, les religieuses ont obtenu d'agrandir leur couvent et de s'installer dans ce qu'était l'école des garçons. En bonne partie parce que l'école des garçons s'était dotée d'une chapelle quand les frères de Sainte-Croix étaient là. Alors les religieuses, ça leur faisait envie, c'était un grand mot, mais ils trouvaient ça très intéressant. Alors le curé Leblanc va accéder à leur demande et va changer l'école des garçons pour l'école des filles. Donc l'école des garçons devient l'école des filles devient l'école des garçons. Et les filles vont être ici avec le couvent Saint-Michel. Et quand je dis ici, c'est parce qu'on est devant ce bâtiment-là. Évidemment, avec les changements dans le système d'éducation, la laïcisation et tout ça, les garçons et les filles vont finir par aller à la même école. Mais avant que ça arrive, il va y avoir
une école Leblanc qui va être construite par les Frères de Saint-Gabriel, mais sur la même rue du couvent. On a compris que Leblanc, ça a été dénommé pour rendre hommage au fameux curé Leblanc qui a été ici des décennies et qui a fait beaucoup. Alors, c'est l'histoire des communautés religieuses enseignantes à Saint-Martin. L'une des présences les plus importantes à Saint-Martin est celle du curé Maxime Leblanc. Alors, Maxime Leblanc naît en 1840. Il occupe les cures à Sainte-Agathe-des-Monts et Saint-Félix-de-Valois. Et en 1881, Monseigneur lui demande d'aller aider la paroisse Saint-Martin, qui est en grande difficulté financière. Ils ont une dette accumulée de 39 000 $. L'intérieur de l'église, qui a été construite en 1869, tout le décor intérieur n'est pas encore terminé et il doit organiser aussi toute l'éducation des garçons, avoir une école de garçons à Saint-Martin. En 1914, il réussit enfin à payer sa dette. Entre-temps, il s'est fait construire un presbytère. Le presbytère qui existe toujours, c'est un de ses legs. Il fait aussi tout ce qui entoure l'église est comme une prairie. Et il fait aménager partout sur son site des arbres qui existent encore aujourd'hui. Donc, les arbres qui ont plus d'une centaine d'années sont dus à une de ces initiatives. En 1914, pour fêter ses 50 ans de vie sacerdotale, on le fait ériger un calvaire qu'on trouve devant l'église. Et en 1924, pour ses 60 ans de vie ecclésiastique, le Monseigneur Gauthier lui remet le titre honorifique de chanoine de la basilique Notre-Dame de Montréal. On est arrivé d'abord, on sommes nés à Rosemont, les deux, et mon père a eu un emploi comme acheteur, et on est venu s'installer à la Bois-Raplouf en 1953. Et nous y sommes dans la même paroisse depuis ce temps-là, c'est-à-dire 71 ans. La paroisse Saint-Martin, les gens partaient d'ici, du bord de la rivière. C'était la seule paroisse où ils avaient accès. Alors, ils partaient avec des carrioles, et les gens de la Bois-Raplouf commençaient à trouver ça ardu, le voyagement. Alors, ils avaient demandé à l'archevêché à Montréal s'ils pouvaient le droit de fonder une paroisse. Ça a été accordé, mais les finances n'étaient pas là, l'argent n'était pas là pour la construction. Ce que je sais qui est le plus ancien, c'est que une paroissienne, la sœur de Monsieur Lagacé, Napoléon Lagacé, avait une petite maison sur le boulevard Lévesque, un petit peu plus loin à l'ouest. Et puis, elle prêtait son salon le dimanche matin pour faire une célébration. L'église a été construite a été projetée en 1926, puis ça évoluait tranquillement. On a commencé par faire un sous-sol. Ça a duré de 1928, selon les livres. C'est en 1949 qu'il y a eu le projet de bâtir l'église au complet. Ça a été compliqué. Probablement que c'est pour ça qu'il y a eu
un laps de temps où rien se faisait. Moi, c'est ce que j'ai entendu des anciens. Et puis, à un moment donné, bon, c'est ça, ils ont construit la paroisse, ils ont monté l'église actuelle. En 1953, la paroisse s'appelait la paroisse du Sacré-Cœur, quand dans le fond, le nom initial était la paroisse Saint-Maxime. Alors, c'est sous l'influence de le docteur Sanson, un grand orthopédiste, qui a demeuré ici, dans la paroisse. Docteur Sanson avait une grande dévotion au Sacré-Cœur et il avait obtenu de l'archevêché le droit qu'on appelle la paroisse du Sacré-Cœur. Alors, en 53, on est arrivé, c'était la paroisse du Sacré-Cœur, et on est arrivé en même temps qu'un nouveau curé, le curé Mondard, qui est arrivé en 53 aussi, quelques semaines avant nous. Et au début des années 70, lui a fait les démarches pour que on retrouve le nom de la paroisse. Le docteur Sanson, c'était un grand donateur qui était très, très généreux envers les Sœurs Sainte-Croix. Ben, ici, en arrière, sur la rue suivante, transversale, c'est la deuxième rue. La deuxième rue, il y avait des maisons et les religieuses se sont établies là. Elles avaient froid l'hiver et le docteur Sanson a fait installer le chauffage pour qu'elles soient à l'aise et ça a été pas nos mentors, mais nos professeurs ici à l'école Saint-Maxime à côté. Et ça a été des très bons professeurs, des bons guides pour nous. Disons, l'école a été populaire parce que il y avait l'Institut familial, qui était différent des écoles, ce qu'on appelait les écoles domestiques. Bon, l'Institut familial, c'était une approche pour la famille. Il y avait tout le côté académique, mais en plus, comment tenir une maison. Là, on est dans les années 40, 50, là. La femme était à la maison, apprendre la couture, la cuisine. On apprenait, naturellement, le français, l'anglais. On avait toutes les matières importantes, mais c'est ce qui a rendu l'école Sainte-Marie-de-la-Croix populaire, parce que c'était, les gens venaient d'un petit peu partout, là, D'ailleurs, ici, il est resté 2-3 religieuses, dans les années 85, 86. Ils étaient sur la 85e avenue, il y avait un bloc que les sœurs avaient acheté pour se loger parce que il n'y avait plus accès au couvent. Quand moi j'ai été ici en 60, 61, 62. Là, c'est des années qui ont suivi. Là, c'est le gouvernement qui a pris en charge l'éducation. Pour les jeunes, ce que je me rappelle, l'hiver, il y avait une patinoire en arrière de l'église, et puis on mettait nos patins dans la salle paroissiale en bas. Fait que c'était un bel endroit pour les jeunes s'amuser. Il y avait des tables de ping-pong, il y avait des petites pièces de théâtre. Dès qu'il y avait une fête importante dans la paroisse, ça se passait dans le sous-sol. Il y avait le baseball en arrière de l'église, il y avait le baseball. Puis aussi, il y avait l'accueil des festivals des racketteurs qui venaient de partout de la province de Québec. Et ils faisaient une parade sur le boulevard, ils venaient assister à la messe et ensuite, il y avait un repas au sous-sol. On n'avait pas accès parce que c'était pas assez grand pour toute la paroisse et tous les racketteurs. Ça a été un événement. Monsieur Miron, qui était baptisé Pompon Miron parce qu'il y avait une casquette avec un pompon, on l'a bien connu. À chaque année. Ouais. Il faut dire que c'était un milieu populaire. C'était le cœur de la paroisse. C'était pas très riche. Je veux pas dire que c'était pauvre, mais il y avait pas grand-chose pour les jeunes. Alors c'est ce qui faisait que l'Église c'était accueillant parce il y avait pas de limite, là. Ça, c'était un des plus beaux souvenirs qu'on a eus parce qu'on apprenait à connaître les gens en dehors de notre petit coin.
vraiment contente que vous ayez parlé de Pompon Miron, parce que vous savez quoi? On a les raquettes de Pompon Miron. On avait des petites, on les a achetées là. Ah, nous, on les avait achetées là, Il on était les a tellement plus. coloré, Ah, là. Monsieur Miron, c'est, à lui seul, c'est une histoire. Mais c'était tellement impressionnant. La Il me semble qu'il musique, n'était pas lâche comme j'entends- ça. Là, même. J'entends la musique encore qui accompagnait chaque groupe de racketteurs, chaque Avec- paroisse, avait des chaque costumes région différents. avait des costumes différentes, couleurs.